Super, il est bientôt 18h10, on rentre dans le vif du sujet. Je vous propose de vous présenter les trois intervenantes et intervenants qui nous font le plaisir d'être présentes et présents ce soir. Euh, et je vais commencer par Amélie Rouvin, qui est responsable économie circulaire dans une entreprise du CAC 40 et qui est accompagné de Marc de la Ménardière, qui est entrepreneur et réalisateur du film En quête de sens, et est également présente ce soir Carole Meyer-Plé, qui est directrice formation continue à Centrale Lyon. Bienvenue à vous trois et merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire que nous animons avec donc ici une partie du cercle fondateur de cette communauté, Romain Cristofini, Gilles Vialard et moi-même. Petit rappel, comme d'habitude, de ce qu'est la communauté des leaders éclairés avant de passer à l'introduction de ce soir. Donc en fait, c'est un projet qui a démarré il y a maintenant 1 an avec deux intentions fortes. La première, c'est rassembler et aider les leaders d'entreprise à opérer une révolution de conscience au regard des défis humains et environnementaux de ce 21e siècle. Ça, c'était la première intention forte de ce projet. Et la deuxième, c'est de s'entraider sur ce chemin intérieur pour ensuite transformer nos entreprises et les mettre au service de la Terre et des générations futures. L'idée de départ a donc été, vous l'avez compris, de se rassembler. Donc nous étions près de 300 lors du premier événement que nous avons organisé à Paris, à la Bellevilloise en novembre. Et aujourd'hui, c'est une communauté de près de 2400 dirigeants, managers, entrepreneurs et accompagnants. Et donc, nous sommes en train de nous structurer sous la forme d'une association Loi 1901 qui va nous permettre de porter notre voix et se soutenir en se rassemblant régulièrement. Et nous avons synthétisé l'action de la communauté par la phrase suivante que vous commencez à connaître: se changer soi, changer son entreprise, changer le monde. Bienvenue à chacune et à chacun. Romain, je te passe la parole. Merci Vincent. Ouais, un cercle de résonance, hein, c'est le troisième, et je voulais juste vous rappeler pourquoi on avait décidé d'appeler ça comme ça, avant de vous partager quelques réflexions pour ouvrir la parole. Simplement pour rappeler que il n'y a pas grand monde qui a des incertitudes peut-être aujourd'hui sur là où on va, les uns les autres, et là où va notre humanité, et qu'aucun des intervenants ce soir n'a la prétention de chercher de savoir ou de vouloir convaincre qui que ce soit. Voilà, l'invitation que j'aurais envie de vous donner, c'est voilà, comment dans ce cercle ensemble, les uns les autres, on va s'enrichir, comment est-ce qu'on peut pendant 1 heure et demie se rendre perméable aux émotions qui vont venir, perméable aux idées, voilà, pour que peut-être au bout d'1 heure et demie, on est tous un tout petit peu peut-être grandi et avancé sur notre chemin. Le thème ce soir, et vous vous doutez bien qu'on l'a choisi avec précaution, on est le deuxième jour de la reprise, du redémarrage, même si ce redémarrage il doit être différent pour les uns et pour les autres. Moi-même, je me sens, au moment où je vous parle, je me sens traversé par deux mouvements contradictoires. Il y a une part de moi qui serait bien restée finalement dans ce confinement et dans cette forme de quiétude. Et puis une autre part qui sent que c'est le moment d'agir. Donc le thème, c'est vraiment garder son cap, hein, ou tenir son cap et agir maintenant. Donc je vous souhaite bienvenue dans ce cercle. Et quand je vous dis bienvenue, je dis bienvenue à cette part de vous, à cette part de votre être, qui aujourd'hui peut-être a été ébranlée, réveillée,
mise en mouvement par cette crise que nous sommes en train de traverser, que nous vivons. C'est une crise sanitaire, c'est une crise économique, écologique, mais ça, on le lit un petit peu moins dans les médias. Je crois que c'est aussi profondément une crise spirituelle, existentielle pour chacun d'entre nous. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à cette partie de vous qui a un besoin peut-être en étant là ce soir connecté. Et ce besoin-là, il fait juste dire, il fait juste écho finalement peut-être au sentiment confus que vous avez aussi, que j'ai moi, que je vis là, qui est très vivant dans mon ventre là, au moment même où je vous parle, qui est que cette période que l'on vit, c'est aussi une période extraordinaire de croissance personnelle et spirituelle, en tant qu'être humain et en tant que leader. Alors j'ai quelques réflexions que j'ai envie de vous partager et qui me sont venues en préparant ce cercle. Et la première que j'ai envie de vous dire, et celle-là vraiment, elle s'est installée au fil des jours, au fil des semaines. La première, c'est de se dire, c'est de vous dire ce que je crois, c'est que je crois que c'est l'heure, oui. Je crois que c'est l'heure de s'engager avec tout notre cœur pour œuvrer au destin du monde. Alors ça, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de gens qui, ces derniers temps, et des acteurs du changement, des promoteurs du changement de paradigme qui le disent, qui disent nous y sommes. Nous sommes à un carrefour, nous sommes à l'heure du choix. Et là, ce soir, je ne vais pas vous parler du choix des autres. Hein. Je ne vais pas vous parler du choix de toute la communauté, de tous les êtres humains. Je vais vous inviter à parler de votre choix. Et donc à parler de mon choix, moi aussi. Donc je crois que profondément, on est à un carrefour. Et dire que rien ne va changer, que le business va repartir comme avant et toute l'histoire qu'on se raconte après, c'est en soi utiliser nos anciens modes de pensée, ceux qu'on utilisait avant la crise. Des modes de pensée d'ailleurs qui nous maintenaient jusqu'ici dans l'inaction. Alors si je crois qu'on est à un carrefour, si je crois que cette fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui est extraordinaire, c'est parce que en préparant, j'ai essayé de lister quelles étaient finalement quelques-unes des grandes croyances collectives et des dogmes qui viennent de s'effondrer en quelques semaines sous nos yeux. Et vous le savez comme moi, ces croyances collectives qui nous animent, c'est elles qui dictent nos pensées, c'est elles donc qui dictent du coup nos actes, et donc c'est elles qui in fine créent notre réalité. Voici quelques-uns de ces schémas mentaux qui, je crois, ont volé en éclats. La première croyance collective qui s'est effondrée, c'est celle que l'être humain était prisonnier du système qu'il avait créé. Et je crois qu'on peut le constater, on a réussi en quelques semaines seulement à arrêter la machine du capitalisme et du commerce total. La deuxième croyance qui a été mise à bas, elle est moins agréable, mais elle est hautement salutaire, c'est celle de notre toute-puissance d'être humain sur la nature. Je crois que notre ego collectif, là, celui de notre humanité, il vient d'être remis aussi sacrément à sa place. Et c'est une chance. C'est une chance parce que ça va nous permettre de nous reconnecter à notre véritable puissance. Et cette véritable puissance, on l'a sentie dans les semaines qui viennent. C'est celle du lien, c'est celle de la fraternité. Et donc, il y a un troisième pilier de l'ancien monde qui s'est effondré, c'est celui de l'individualisme roi. Sans les autres, je ne sais pas vous, mais moi j'ai réalisé que je ne peux rien, que je suis vulnérable, que je suis impuissant. Et avec les autres, par contre, je me suis senti protégé, je me sens prêt. Et là, avec ce cercle, avec vous qui êtes là encore plusieurs centaines, on est presque 400, je regarde là, je me sens prêt à déplacer des montagnes, comme l'ont fait nos soignants et d'autres professions. Alors oui, nous ne doutons pas, je crois que cette crise, ce confinement, ont fait bouger les consciences en profondeur. L'ouverture est là, elle est également là, et elle est énorme, même si ce n'est pas dit comme ça, dans le champ de l'entreprise. C'est une opportunité, je crois, qui est unique dans notre histoire. Unique parce que nous voilà donc libres de tout un ensemble d'entraves qui nous empêchaient d'agir. Et ces entraves, elles étaient intérieures. Et j'ai poussé un grand soupir, en fait, quand j'ai réalisé ça ce matin en préparant cette introduction, un grand soupir, comme si j'expirais moi aussi toutes ces croyances qui m'avaient empêché, et un grand soupir de soulagement, et de me dire, mais si, en fait, je suis libre, nous sommes libres aujourd'hui, et libres d'une chose, c'est d'aller regarder au fond de nous-mêmes quel est le futur que maintenant nous voulons créer. Du coup, j'ai envie maintenant d'évoquer avec vous la question de la responsabilité. Et vous avez peut-être vu passer cette citation d'Einstein comme moi ces dernières semaines, elle a beaucoup circulé, elle est un peu féroce, elle dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal,
mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Donc je crois que chacun là ce soir, dans ce cercle, où vous soyez, hommes, femmes, quel que soit notre âge, je crois qu'on est tous désormais mis face à notre responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer qu'il y a d'autres crises qui nous attendent et que ces crises aussi, on va les vivre dans notre chair et nos enfants aussi vont les vivre. Et donc, on est en fait invité avec une grande insistance à nous positionner aujourd'hui extrêmement clairement sur le monde que nous voulons créer. Et du coup, ça pose la question de quelle responsabilité, quelle est la nature de cette responsabilité. Et je n'ai pas envie, moi, en tout cas, de vous parler d'une responsabilité de nature morale, elle existe bien sûr. J'ai plutôt envie de vous parler d'une responsabilité spirituelle. Et c'est une spiritualité qui n'est pas, une responsabilité, pardon, spirituelle qui n'est pas écrasante, c'est au contraire une responsabilité qui peut porter. Quand j'ai eu Marc qui est là avec nous ce soir, Marc de la Ménardière, ça m'a rappelé notre rencontre, ça m'a invité à revoir son magnifique film En quête de sens. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure, et je l'ai revu en famille samedi, on s'est mis devant la télé, on a regardé le film. Et dans ce film, il y a Vandana Shiva, cette femme, cette indienne, cette activiste qui est interviewée, et elle répond à la question « Qu'est-ce que la spiritualité pour vous ?» Voilà ce qu'elle dit, Vandana Shiva. Elle dit ces choses lumineuses. Elle dit « La spiritualité, c'est comprendre ta place dans l'univers. Et dans ce processus où tu essaies de comprendre quelle est ta place dans l'univers, du coup, tu vas prendre conscience que tu es connecté au reste de l'univers. Et quand tu vas voir ça, quand tu vas commencer à cerner la nature de cette connexion, alors tu vas prendre conscience et tu vas identifier quelle est ta responsabilité dans le monde. C'est de ça dont je crois qu'il est question aujourd'hui. C'est d'une responsabilité qui transcende, une responsabilité qui donne souffle à notre vie. Cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, selon moi, c'est celle d'être pleinement soi. C'est aujourd'hui d'écouter notre cœur, c'est d'écouter ce qui nous traverse et c'est de décider dans nos actes de l'offrir au monde. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, pour ceux qui ont goûté cette responsabilité-là, qui vivent avec, c'est qu'elle ne souffre pas de débat en fait. Il n'y a rien à négocier ici. Rien à négocier avec notre petit moi, avec notre ego qui pourrait me dire « je suis trop petit, mes actions ne vont rien changer, je ne sais pas quoi faire, ça ne fera pas de différence, je ne suis pas légitime, etc. » Non, parce que quand on se met dans le mouvement de la vie, quand on se met dans le mouvement de notre vie, quand on est branché sur notre cœur et sur notre âme, en fait, les choses, elles deviennent beaucoup plus simples. Et ça, vous l'avez vu, vous avez plein de gens autour de vous pour qui il y a quelque chose de très simple dans leur engagement, parce qu'en fait, il est branché directement sur eux, sur leur être, et qu'ils agissent à partir du cœur. Alors du coup, il y a ce texte que je lis de temps en temps dans les groupes que j'anime, qui m'est revenu et que j'ai envie de vous partager, que je vais vous lire tout simplement. Et ce texte, il vient d'une femme qui s'appelle Martha Graham. C'est une femme du début du XXe siècle qui s'adressait aux danseuses, en fait. C'est une femme qui a ouvert vraiment la voie de la danse contemporaine, de l'expression libre du corps. Et voici ce qu'elle dit. Il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en action à travers toi. Et parce qu'il existe un seul exemplaire de toi dans toute l'éternité des temps, cette expression est unique. Et si tu la bloques, elle n'existera plus jamais par un autre canal et sera perdue. Le monde ne l'aura pas. Elle ajoute, ce n'est pas ton affaire de décider combien elle est bonne, ni combien elle est valable, ni si elle est comparable à d'autres expressions. C'est ton affaire de te l'approprier clairement et sans détour, de garder le canal ouvert. Tu n'as même pas à croire en toi ou en ton travail. Tu vas te garder ouverte et consciente des élans qui te motivent. Garde le canal ouvert. Alors moi, je crois qu'il est temps et que cette période qui s'ouvre maintenant nous invite à mettre notre vie dans la balance, comme d'autres générations ont été capables de le faire avant nous. Mais là où nos ancêtres l'ont fait en s'engageant dans la guerre, la défense des droits ou de la patrie, je crois que nous sommes invités à le faire en écoutant cette source qui est en nous. Mettre notre vie dans la balance, notre existence, se brancher sur notre vie
et oser faire en sorte que ce soit elle qui guide nos actes. Alors comment agir du coup? Je crois que vous avez été comme moi, vous avez lu beaucoup pendant le confinement, des articles, vous avez entendu beaucoup de choses très aidantes, très inspirantes, mais je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, ça ne met pas en mouvement. Oui, ça m'ouvre des choses, mais et je crois à nous, en tout cas, les leaders éclairés, dans les choses qu'on partage. Je pense que si vous êtes là aussi, c'est qu'il y a une part de vous qui partage ça, c'est que l'action juste, le véritable engagement, celui qui est durable, celui dont notre société a besoin, il procède d'un mouvement de l'intérieur qui vient de l'intérieur de nous. Et donc, comment agir en fait dans les semaines qui suivent, dans les mois qui viennent, plutôt que comment, j'aurais envie de vous poser la question, et peut-être que c'est cette question que je vais me poser régulièrement aussi, pour voir si je suis au bon endroit, si je suis au bon rendez-vous, c'est à partir de quel endroit suis-je en train d'agir? À partir de quel endroit de moi je suis en train de poser des actes? Et là, c'est intéressant de voir que les travaux de physiciens, des gens comme Philippe Guillemant, des gens comme Otto Scharmer aussi, qui n'est pas physicien, qui est le père de la théorie U, ils convergent et ils nous montrent la voie. Ils nous disent, en fait, c'est vraiment en étant connectés à cette source à l'intérieur que nous accédons à un espace totalement libre pour créer un nouveau futur. Ce n'est pas à partir du mental, ce n'est pas à partir de l'intellect que nous devons agir. Parce que souvent, ce mental, cet intellect sont prisonniers des schémas du passé. L'impulsion, elle doit venir de notre source. Et donc, du coup, il y a cette expression qui m'est revenue, qui va peut-être être dépoussiérée, c'est qu'il est temps d'agir en notre âme et conscience. Il est temps d'écouter les élans de notre âme. Alors, comment on sait, en fait, quand on est branché sur notre âme? Vaste question, mais j'ai envie de vous dire, on le sait par le cœur. On le sait quand c'est le cœur qui vibre. Et quand mon cœur vibre, comme là, par exemple, que je me sens connecté à ma source, et c'est la joie souvent qui vient confirmer ça. J'ai envie de vous vraiment de proposer un tout petit temps de pause aussi, comme pour honorer ces pauses qu'on peut créer et ces silences qu'on peut s'offrir dans ce temps où tout nous appelle à redémarrer, là, à reprendre le chemin de l'école et du travail. Et pour conclure, du coup, j'ai quelques mots, ou plus exactement ce qui me semblerait pouvoir être un premier pas à la fois humble et à la fois puissant pour assumer cette responsabilité dont je viens de vous parler. Je crois que ça consiste à porter dans notre vie citoyenne et dans notre sphère professionnelle une voix, notre voix, et de dire quelque chose comme voici le monde que je souhaite voir advenir et voici comment je compte désormais agir en cohérence avec ce monde-là. Et c'est plus que jamais important de faire ça. Les partisans de l'ancien monde, celui qui était en préparation, ils se dévoilent de plus en plus grossièrement aujourd'hui dans leur volonté d'accélérer vers une société du tout technologique, vers une société du contrôle pour notre bien, vers une société où il y aura de la 5G dans le ciel. Il y a des projets aujourd'hui de mettre des milliers de satellites dans le ciel pour qu'on ait la 5G. Et il y aura tellement de satellites en fait dans le ciel qu'on pourra plus voir les étoiles. Et donc, j'ai envie de dire à cet imaginaire, à ce futur qui nous est un peu vendu depuis de nombreuses années comme inéluctable, à nous maintenant d'y opposer notre propre imaginaire, à nous d'y opposer notre rêve, à nous d'y opposer notre cœur, car le futur est plus que jamais ouvert. Et alors oui, au commencement était le Verbe est créateur. Donc je crois que ce premier pas, c'est un pas de dévoilement dès maintenant, sans phare, sans prétendre avoir tout compris, ni avoir la solution à tous les problèmes, mais en proclamant à voix haute ce que notre cœur nous dit et comment maintenant on décide d'œuvrer à ce monde-là qui va naître. Alors peut-être pour les uns les autres, ici présents dans ce cercle, peut-être que ça sera l'occasion de le faire dans votre prochaine réunion d'équipe. Peut-être que pour d'autres, ça sera lors de votre prochain rendez-vous avec un client, avec un fournisseur. Voilà, je crois que, en ce qui me concerne, ça débute maintenant.
Et tout à l'heure, dans le processus qu'on va vous proposer, qu'on vous propose de vivre, notre intention, c'est aussi de vous aider à peut-être formuler les premiers mots. Voilà, les premiers mots vers ce premier mouvement. Voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager. Et je vais laisser la parole surtout maintenant à nos intervenants. Je prends la suite. C'est ça, c'est à toi, Gilles. Bonjour à tous. On va effectivement avoir la chance de donner la parole à nos 3 intervenants. Par rapport au webinaire précédent qu'on a partagé, on avait aussi envie de nourrir un espace de questions-réponses. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à écouter les contributions et les prises de parole de chacun de nos intervenants. Et puis, il y a une fonction questions et réponses dans la fonction Zoom. Et je vous inviterai du coup à pouvoir noter les questions qui vous viennent. On aura une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à certaines. Probablement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On essaiera de faire un tri s'il y a des choses qui se recoupent. Voilà. La première personne qui va s'exprimer, c'est Amélie, que Vincent a présentée effectivement comme la responsable d'économie circulaire dans une grande entreprise internationale. Amélie, c'est aussi une femme qui était là le 5 novembre à Paris, avec les plus de 300 personnes à la Bellevilloise pour cette soirée. Amélie, tu as aussi assisté aux 2 premiers webinaires. Et puis, moi, j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Amélie lors d'une interview, parce qu'on a interviewé plusieurs dirigeantes et dirigeants pour écouter qu'est-ce qu'ils vivaient pendant cette période, pendant cette crise. Qu'est-ce que ça touchait chez eux, qu'est-ce que ça mettait en mouvement, ça leur donnait envie de quoi. On communiquera là-dessus plus tard. Et donc voilà, j'ai découvert aussi la femme en tout cas une partie de la femme que tu es et de ton niveau d'engagement. Et je suis très, très, très heureux que tu puisses partager ce soir ce qui te met en mouvement en lien avec notre thème. Et la première question que j'ai envie de te poser est la suivante. De quelle source intérieure provient ton engagement initial, ça vient d'où dans ton histoire? Et comment tu as réussi à tenir ton cap jusqu'à aujourd'hui, malgré les difficultés? Merci beaucoup, Gilles, pour ton invitation. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous tous qui êtes connectés, qu'on ne voit pas, mais on sait que vous êtes présents. Alors, mon engagement initial a toujours été, que ce soit quand j'ai commencé en tant que manager sur le terrain en ONG. Je suis dans le domaine de l'environnement depuis 2003. J'ai toujours été passionnée à vouloir changer le monde. Et en même temps, j'étais aussi dans un combat de lutte contre les injustices de systèmes qui, à mon sens, marchent sur la tête, génèrent des inégalités, l'exploitation de ressources. Donc, j'avais une certaine colère. J'ai passé de l'énergie, que ce soit au sein de mon entreprise, des entreprises ou envers la société. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas à être en guerre contre un virus. Et en parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée depuis 20 ans maintenant par le coaching, par le leadership, le développement de l'individu, de l'être en fait. Et c'est quand il y a quelques années, j'ai relié ces 2 passions, que sont d'un côté l'environnement dont j'ai fait mon métier et je dirais le développement personnel, quand j'ai relié ces 2, que vraiment ça a fait sens pour moi, que j'ai compris, pas intellectuellement, mais que j'ai intégré vraiment que ce monde pour lequel je me battais, je luttais, commençait par ce changement à l'intérieur. Et là, je ne parle pas d'éco-gestes, c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur que j'ai intégré, comment aussi moi je peux influencer le monde. Je voyais comment le monde m'impacte, moi qui suis très dans l'empathie et hypersensible, et j'ai pris conscience de comment moi je peux impacter le monde, influencer. Et c'est vraiment le credo que je porte moi à travers l'écologie intérieure. J'ai
compris, intégré que quand simplement je vis qui je suis, mes convictions profondes, que j'applique à moi-même les aspirations que je veux voir pour le monde pour lequel je me battais, comme disait Romain, alors là, ça diffuse. Là, ça devient simple et comme un sachet de thé, ça rayonne autour dans mes relations, dans mon écosystème. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le Covid, ça exacerbe tout. Moi qui suis passionnée, hyper dynamique, engagée, je rêvais secrètement de faire une pause. Et là, le ralentissement s'est imposé à moi, comme à vous tous, avec ceci de particulier que j'ai vécu un début de confinement difficile parce que j'ai vécu le deuil mi-mars avec le décès de mon père, qui a fait que d'un coup, je suis entrée dans le confinement en même temps qu'un retour direct à l'essentiel, c'est-à-dire un retour d'emblée de jeu à ce noyau nucléaire de la famille, qui était amputé maintenant d'un membre qui était incomplet. Et j'ai mis les deux pieds joints dans ce confinement et dans ce retour à l'essentiel de questions de mort et qui fait en même temps partie de la vie, que c'est ce cycle du vivant, c'est le cycle de la nature et il n'y a pas à avoir peur. Donc j'ai vraiment connecté à ça avec cette envie de continuer à rester connecté à l'essentiel avec mes proches, ma famille, et parce que c'est ça qui me met en joie. Et alors, ça a renforcé mon engagement à vouloir changer le monde et à vouloir le changer là où ça impacte, c'est-à-dire là où ça pèse, là où les acteurs économiques sont, les gros acteurs économiques. Donc c'est ça, moi, vraiment mon credo que je porte. Et Romain parlait d'être en responsabilité, vraiment. Ce mot responsabilité pour moi est clé, c'est responsabilité, c'est l'habilité à trouver des réponses, à trouver des solutions. Et moi, le message que j'ai reçu pendant ce confinement, c'était la clé, la solution est en toi. La clé est en toi. Je l'ai clairement reçu tel quel et j'ai compris que je n'avais pas à attendre la solution de l'extérieur. On n'a pas à attendre un président qui va nous sauver. Donc c'est être en responsabilité dans cette écologie intérieure, prendre soin de moi, évidemment, j'ai pris le temps de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres et prendre soin de la planète. C'est ce care en anglais, prendre soin, c'est ce jeu au service du nous, au service du collectif. Merci Amélie. Avant de passer la parole à Marc, je vous rappelle qu'il est possible d'écrire vos résonances sur le Q&R et puis aussi vos questions, ce que ça soulève. C'est des questions qu'on prendra tout à l'heure pour le temps d'échange. Marc, comment te présenter? J'ai juste envie de dire que je t'ai rencontré au tout début de ma bascule de vie et ça a été et ton film a été vraiment un accélérateur pour moi et vraiment un grand moment de joie et donc je suis très heureux que tu sois avec nous. En fait, toi, ta bascule de vie, tu en as fait ton film, ça a été le début de ton chemin. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as réalisé En quête de sens et puis tu as fait beaucoup de choses. Tu as aussi ouvert un espace de vie et de rencontres, d'initiation, de stages qui s'appelle l'espace Totem. Marc, je te pose un petit peu la même question du coup qu'à Amélie. Ça vient d'où, toi, cet engagement, ta source intérieure, comment elle s'est manifestée et comment peut-être tu y reviens en fait quand ça résiste, quand c'est difficile, quand il y a des difficultés. Ce cercle, je suis très content de vivre cette période-là. Comme tu disais, moi, on va dire le confinement, je l'ai déjà vécu maintenant, c'était en 2008 où moi je me suis cassé le pied, donc du coup je vivais à New York à l'époque et le fait d'être confiné, moi ça a été plutôt un confinement fécond parce que j'ai pu regarder justement
le tsunami qui risquait d'arriver, justement. La conclusion de tous ces documentaires que j'ai regardés, justement, confinés, c'était destruction de la nature, aliénation de l'humain et puis contrôle qui venait derrière. Si on poussait tous les curseurs, vers quoi ça risquait d'aller avec le transhumanisme. Et du coup, moi, c'est parce que j'ai vu ça, et c'est pour ça tu parlais tout à l'heure au moins des différents futurs. J'ai vu ce futur et ce qu'on allait faire de l'humain, et ça résonnait tellement pas avec ce que je pensais être de l'humain, de qui j'étais et du sens de la vie, que j'ai pas eu d'autre choix que justement de partir et d'aller chercher des réponses à ces questions. Et pour moi, la racine de mon engagement, elle m'est revenue en me rappelant le terreau sur lequel j'ai grandi. Moi, j'ai des parents qui étaient éducateurs spécialisés et directeurs de foyer dans le 94. Donc, j'avais vu le sens que c'était être au service, c'était s'engager et toutes ces valeurs que mes parents avaient des évangiles, qui étaient de l'amour, le pardon, le don de soi, le service. Mais moi, je m'en étais un peu écarté parce que justement, il me manquait peut-être quelque chose. Et je pense que le fait de prendre en pleine face qu'un système qui a ôté en fait ces valeurs-là va créer comme type d'humain, qui ne va pas être viable, une société qui ne sera pas viable, je me suis vraiment dit, voilà, il faut aller rechercher ça, il faut aller repasser au tamis pas mal de choses pour revenir justement à l'essentiel. Donc, avant de faire le film Enquête de sens, c'est ce qu'on n'a pas dit dans le film, parce qu'on n'avait qu'une minute 30 pour faire une introduction, mais j'ai passé un mois au Guatemala avec une petite dame vraiment assez extraordinaire, inspirante, qui m'a permis vraiment de toucher justement à la fois le récit collectif qui est une fiction, c'est un peu ce que tu as décrit, le monde dans lequel on vit, les valeurs, les architectures invisibles dans lesquelles on est, autour de la compétition, de la cupidité comme une valeur centrale qui fait que si on est cupide, ça va servir à l'ensemble de la société. Je pense que c'est une hérésie, on voit les conséquences aujourd'hui. Mais donc, il y avait la première fiction, qui est celle de la société, que j'ai pu voir. Et puis après, il y a la fiction, on me raconte mes sens, de ce que c'est que le réel, en fait. Et il y a un certain nombre de techniques qui permettent justement de regarder le réel autrement. Et puis la troisième fiction, qui était celle justement plus de mon ego et du logiciel humain, et de se rendre compte que il y a plein de programmes qui constituent notre personnalité, que derrière ça, il y a autre chose. Et quand on est en lien avec ça, cette source-là, je pense que c'est là où vraiment les dominos tombent en fait et qu'il y a vraiment un espace, comme une petite porte qui s'ouvre dans un mur et là, on a accès à autre chose. Moi, ça a été vraiment ça, d'avoir connecté ça du plus profond de mon être, d'avoir pris un mois pour faire que ça en fait. Ça m'a permis de toucher quelque chose et je pense qu'à partir de là, j'ai eu une intuition, une vision et puis une intention de faire quelque chose de ce à quoi j'avais touché, de vivre cette vie un peu plus authentique, un peu plus alignée, on va dire. Et de là, en fait, ça, j'ai lâché prise sur tout le reste. Le seul truc que je n'ai pas lâché, c'est intention, intuition et vision. Et de dire comment est-ce que ce que j'ai touché, on peut le mettre en forme, trouver une manière de raconter ça. De connecter un peu, moi, le talent que j'avais. Je faisais du marketing, je disais aux Américains que l'eau des Alpes était un produit de luxe et ils payaient un peu cher leur bouteille d'eau. Donc, je me suis dit, le côté du storytelling, entre guillemets, est-ce que si c'est de raconter des histoires, cette histoire qu'on nous a racontée de ce que c'est que l'humain, de ce que c'est que la nature et ce rapport qu'on a avec l'environnement, il peut être autre. Et donc, est-ce qu'on peut aller justement relier ce qui semble être séparé, toutes ces pensées un peu en silo entre la biologie, la science, l'écologie, l'économie, parler aussi au jeu, parce que je pense que quand on parle au jeu, on ne cherche pas à convaincre, mais il y a quelque chose qui est plus authentique aussi. Donc, de mélanger un peu tout ça pour trouver une forme qui a fait le film Enquête de sens. Mais au départ, c'était vraiment ça, relier ce qui a l'air d'être séparé et connecter l'humain à ce qui a l'air essentiel une fois qu'on enlève tout ce conditionnement de l'esprit, qu'on tourne ses sens vers l'intérieur et le récit collectif. Et de là, voilà, je pense que ça m'a donné de la joie. J'étais en contact beaucoup avec des gens qui vivaient ce sens, qui aussi avaient rencontré la vie avec un grand V. Et il y a une contamination, je pense, de la bonté, de la beauté, du sens quand on est en lien avec ces gens-là, qui m'a dit, je ne veux pas être comme eux, mais je veux aussi toucher ce qu'ils ont là, ce qu'ils émanent. Tu parlais de Vandana Shiva qui disait, la spiritualité, c'est trouver sa place dans l'univers. Moi, quand on m'a dit cette phrase, je me rappelle avoir fait 4 mètres dans mon fauteuil et j'ai vraiment, ça a fait comme une déflagration. Parce qu'elle ne me le disait pas comme un concept intellectuel qu'un philosophe aurait pu me dire. Elle me le disait d'un espace où elle était dans cet espace-là. Et je pense que les mots, ils n'ont pas la même résonance. En tout cas, les concepts et les phrases vraiment trop spirituelles peuvent venir court-circuiter le mental quand ils sont dits du bon espace de quelqu'un qui est aligné entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait au quotidien et qui a dédié sa vie en fait à vivre selon ce qu'il pense être juste. Donc moi, ça a été la source en tout cas, ce qui m'a permis de connecter cette source et d'aller au bout malgré les difficultés, c'était d'être en contact avec des gens qui avaient aussi fait cette découverte-là, qui avaient mis leur vie au service de justement ce qu'ils pensaient être le bon, le beau, le vrai, qu'il a mis dans des projets concrets en fait, et de voir les conséquences
de ces projets-là, que ce soit quand j'ai travaillé en Bolivie avec Marianne Sébastien dans l'ONG Voix Libre, où on a justement, c'est des millions d'enfants qui travaillent dans les rues ou dans les ordures qui ont bénéficié de ces projets-là. C'était simplement une intention vraiment pure, posée, comme tracer une ligne dans le sable pour dire jusqu'ici, pas plus loin, ça c'est ce qui est juste, ça c'est la vie, on va en prendre soin. Vandana Shiva, elle a aussi cette idée de la lionne là, qui, sur les graines notamment, elle dit bon, bah, là maintenant, on prend soin des paysans, on prend soin du vivant. Et cette fermeté en fait dans une spiritualité qui est pourtant avec un cœur ouvert, ça a été un des déclics en fait, de dire on peut allier les deux, c'est pas la spiritualité bisounours, c'est la connaissance de soi au service justement d'un vrai ancrage, d'une puissance, et qui fait que voilà, c'est aussi à travers nous que c'est fait, on est plus inspiré et on se relie à quelque chose de plus grand que soi. Donc moi, ça a été vraiment la source de ce que j'ai pu faire après dans les différents projets, de connecter ça. Et puis après, dans d'autres projets, c'était d'avoir, je pense, des rituels et de prendre le temps de justement de me dire avec quoi je nourris mon cœur, mon esprit, mon corps, et d'avoir vraiment aussi régulièrement tout au long du chemin, comme on va faire du footing, comme on va faire, on se lave les dents, à chaque fois d'interroger le curseur, est-ce que je suis dans mon axe? Oui, non, avec quel type de conversation j'ai, quel type de film je regarde, avec quoi vraiment je nourris mon esprit, parce que j'ai réalisé à quel point on est des éponges et que voilà, c'est important de nourrir son cœur, son esprit par des pratiques, par des cercles comme celui qui est là aujourd'hui. Je pense que d'avoir des endroits où on peut exprimer ses valeurs, exprimer ses croyances, ses doutes, ses difficultés, et pour mieux après justement les exprimer à l'extérieur. Je pense que ça a été toutes ces choses qui m'ont permis à la fois d'aller au bout d'un film où on n'était pas des professionnels du cinéma, donc on avait 40 000 € quand d'habitude il faut 500 000 € pour faire un type de documentaire, et parce que voilà, on était dans cette posture de service et qu'on a accepté de dire là on ne sait pas faire, qui veut nous aider. Il y a eu beaucoup de belles rencontres, plein de choses qui ont été faites. Et alors que on n'avait pas d'argent, des fois j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Enfin, il y avait plein de choses qui pouvaient être difficiles. À aucun moment presque j'ai douté, parce qu'à chaque fois que je revenais à travers ces différentes pratiques de méditation, à travers ces rencontres-là, en me remettant sur les rushs, en réécoutant ces paroles de sagesse que j'avais compris intellectuellement mais qui n'étaient pas encore digérées au niveau cellulaire, ça renourrissait ce feu intérieur et ça disait ça c'est juste, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est comme ça qu'à la fin on a pu toucher presque 200 000 personnes avec, je crois que c'est plus de 500 associations qui ont fait ce film, qui ont distribué le film, parce que justement ils ont senti que quand nous on assumait ça, c'est ce à quoi on croit, c'est ce qui nous semble être juste et on va le faire ensemble. Et je pense que dans le subtil, les gens reçoivent on reçoit de la gratitude par rapport à une intention qui est désintéressée et qui est vraiment au service. Et c'est ça qu'on a compris, qui était peut-être ce que moi j'ai compris être le karma, quoi. Une sorte de cercle vertueux en fait qui se met en route. Voilà. Merci Marc. On va passer la parole à Carole Meyerplay qui est avec nous. Et comment te présenter, Carole? Toi aussi, je crois que tu étais présente au premier cercle, mais on s'était rencontrés avant tous les deux. Et pour te présenter, alors tu es directrice de la formation continue à Centrale Lyon. Tu as mis en place depuis plusieurs années un programme qui est avant-gardiste, qui s'appelle Leadership Inspirant. Mais moi, j'ai envie de te présenter en parlant de cette conférence que tu avais organisée à Centrale Lyon. C'était au lancement des leaders éclairés l'an dernier et où j'avais pu pendant 2 heures, et c'était avec un certain plaisir, parler d'intelligence spirituelle face à des centraliens. Donc, bienvenue à toi, Carole, et je te pose du coup la question la même, un petit peu, à quelle source en fait, d'où ça vient, toi, ton envie comme ça d'agir, de sortir des clous, et comment tu tiens en fait aussi malgré les résistances qu'on peut imaginer aussi dans l'environnement dans lequel tu es. Bonsoir. Alors moi, j'ai beaucoup de joie à être avec vous ce soir, à contribuer aux initiatives des leaders éclairés. De surcroît sur ce début de semaine qui est finalement le trait d'union entre cette période compliquée du confinement et le nouveau départ. Nouveau départ qui, j'espère, sera marqué par des changements dans nos façons d'être et de faire. Et puis, je me sens alignée aussi ce soir avec mes valeurs qui sont mes principales valeurs, le partage, l'action, l'engagement, l'audace et le lien à l'autre. Et le lien à l'autre, c'est l'une de mes valeurs phares. Je suis une femme de lien. Et ce qui m'anime, c'est l'humain et c'est grandir et aider les femmes et les hommes à grandir. Alors, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais j'en ai pris conscience assez récemment, finalement.
Et après 8 années dans le conseil en supply chain et une expérience forte dans l'entrepreneuriat, j'ai pris la direction de la formation continue à Centrale et j'ai commencé à introduire quelques programmes de développement personnel. Et puis à cette même période, la vie m'a proposé un certain nombre d'expériences douloureuses et ces épreuves, elles m'ont poussé finalement à mettre les projecteurs à l'intérieur. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup cherché. Et finalement, ça a été un coup d'accélérateur dans ma transformation. Donc, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris à me reconnecter à mon essence. Et finalement, j'ai bâti un nouvel art de vivre. Et au fond de moi, il y avait un truc, je ne savais pas ce que j'allais en faire, je savais que j'allais en faire quelque chose. Et voilà, l'intention, c'était de partager finalement ce qui avait été aidant pour moi, puisque j'avais creusé les sujets de psychologie positive, pleine présence, intelligence émotionnelle, etc. Et j'ai fait converger, alors ça résonne, hein, quand tu as parlé, Amélie, tout à l'heure, de cette convergence. Moi, j'ai fait converger mes expériences douloureuses personnelles et mes expériences professionnelles pour créer un certificat leadership inspirant. Leadership inspirant, c'est finalement être leader de soi d'abord, pour ensuite inspirer et embarquer ses équipes et impacter son organisation et le monde. Mais ça part de soi. Voilà, c'était vraiment ce qui m'a animée. Donc, leadership inspirant, c'est une formation, mais c'est aussi bien évidemment un écosystème avec une équipe pédagogique, des participants, etc. Et j'ai fait le choix de m'intégrer dans la première promo, et c'est à la fin de la première promo que j'ai vraiment senti que j'étais à ma place, quand j'ai vu finalement les transformations qui s'étaient opérées chez les participants et les petits pas qui avaient été faits, qu'on avait fait, les petits pas et les grands pas qu'on avait fait les uns les autres. Donc voilà, moi, ma mission, j'en ai pris conscience à ce moment-là, à la fin de la première promo. Je voulais partager avec vous la façon dont j'avais tenu le cap, plutôt sur cette période de confinement, en fait. J'ai fait le choix de partager, de témoigner sur cette période de confinement. Et finalement, mon cap, je l'ai tenu d'abord en m'appuyant sur mes ressources, internes et externes, et puis en mettant en place des stratégies. Alors, quand j'ai préparé la façon dont j'allais partager avec vous ce qui avait été utile pour moi, finalement, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais mis en place 3 types de stratégies. Des stratégies sur les pensées, des stratégies sur les émotions et des stratégies sur les comportements. Et ce soir, j'avais envie de vous donner 2 exemples dans chacun de ces domaines. Alors, stratégie sur les pensées. La première stratégie, c'était finalement, j'ai réfléchi à ce qui me mettait en mouvement au début du confinement. Et ce qui me mettait en mouvement, c'était le prendre soin. Prendre soin de moi, de ma famille, de l'équipe, de la communauté leadership, des autres. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième, c'était d'observer les pensées. Donc, j'ai fait un gros travail sur le mental et sur l'observation des pensées. Et ça a été un super terrain de jeu parce que j'ai eu 2 périodes de quelques jours de rumination. Et ce travail de discernement, de revenir au présent, notamment grâce à la pleine présence, ça a été utile pour moi. Après, il y a eu les stratégies sur les émotions. Donc là aussi, beaucoup de travail sur l'intelligence émotionnelle, identifier ses émotions, les comprendre, qu'est-ce qu'elles viennent me dire. Ces périodes de peur, ces périodes de doute, ça a été finalement, pour moi, ça a été quand même l'ascenseur émotionnel. Et puis apprendre à les réguler à travers du sport, à travers de l'écriture, j'ai beaucoup écrit, à travers le soutien social, la pleine présence, etc. Et puis la deuxième stratégie que j'ai mise en place, c'était aussi de me questionner régulièrement sur ce qui était bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me donne des émotions positives? Qu'est-ce qui me met dans le flux? Et mon travail en fait partie d'ailleurs. Voilà, donc regarder le côté positif et ce qui me donnait de l'énergie. Et puis, les stratégies sur les comportements. J'ai choisi les 2 exemples qui me semblent qui ont été le plus aidants pour moi. Le premier, ça a été finalement l'autodiscipline que je me suis imposée.
Je me suis vue agir les 2 premières semaines parce que ma motivation première, c'est l'humain, comme je vous l'ai dit. Mais quand je suis sous stress, je passe tout de suite sur d'autres motivations qui sont les règles et l'action. Donc, j'ai mis en place une autodiscipline avec des rituels, un cadre. Et ça m'a permis de tenir mon cap pendant ces 8 semaines. Et la deuxième stratégie de comportement, c'était finalement de donner du sens. Donner du sens à ce que j'ai fait, donc à mes actions pendant cette période-là. Et donner du sens à ce qui est arrivé. Donc chercher les cadeaux cachés, les pépites, hein, comme chaque épreuve. Me dire que finalement, me demander comment j'aurais progressé à l'issue de cette crise. Profiter de cette crise aussi pour initier un changement, faire autrement, créer et apprendre aussi à avancer finalement dans l'incertitude une journée après l'autre. Voilà, donc un certain nombre de stratégies qui m'ont permis de tenir mon cap et que je continue à garder. Merci Carole. On va après avoir un deuxième tour de questions sur justement le futur et la suite. Est-ce que ça change pour vous trois et comment vous vous projetez dans demain? Peut-être prendre du coup maintenant quelques questions qui ont été posées. Oui, je peux lire là une question de Yves qui pose une question à Amélie. Comment aligner ce désir de changement et les logiques des grands groupes dans lesquels le poids des impératifs financiers sont très prégnants? Est-ce que, Amélie, tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est vraiment toute la question et c'est tout mon sujet. Donc, merci de pointer ça du doigt parce que c'est le sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet qui m'interroge et plus on me questionne là-dessus, plus quand j'interviens en conférence, il y a des remarques sur ce sujet-là, plus ça renforce au contraire ma conviction que avant, quand j'étais en ONG, c'était beaucoup plus simple pour moi, c'était vraiment plus confortable. Et en même temps, on avait peu de moyens. Je faisais tout avec des bouts de ficelle et je me disais quel impact j'ai au final pour transformer le monde. Et j'ai aussi été dans le conseil, donc en extérieur, et je voyais que toutes les recommandations qu'on faisait n'étaient pas appliquées derrière en entreprise pour différentes raisons, de problèmes internes, de budget, etc. Et c'est suite à ça où je me suis dit, bon, bah, ok, je vais passer du côté de l'entreprise et aller là, peut-être, où il y a les blocages, mais aller là aussi où il y a la force de frappe, où il y a l'impact. Et donc, j'ai fait ce passage-là et c'est pas confortable tous les jours. C'est pour ça que je parlais au début de bataille, de lutte. Pas forcément que de l'entreprise, hein, c'est aussi tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise, c'est son écosystème, c'est vraiment ce côté systémique qui est compliqué à faire bouger. Et en même temps, moi, voilà, c'est ça qui pour moi est mon sujet et vraiment mon message que je ressens, c'est de plus opposer les acteurs. Et chacun a sa place là où il est. Et moi, ma place aujourd'hui, elle est là. Et chaque place est bonne du moment où on part de cet élan du cœur pour se mettre en action à faire bouger les choses. Voilà, donc je vois que dans ces grands groupes, de plus en plus ces dernières années, on est énormément de personnes de plus en plus nombreuses à avoir cette connexion-là. Et quel bonheur ça fait de retrouver des homologues comme moi. En fait, on est très nombreux dans les entreprises à avoir cette conviction et à agir de l'intérieur. Et ça me fait un bien fou de voir qu'on n'est pas seul, en fait. Merci, Amélie. Peut-être, Romain, il y avait une question de la part de Chantal qui t'était adressée, qui est un peu dans la même lignée. Comment aligner la mission de vie individuelle, cette reliance, et celle de l'entreprise lorsque celle-ci a perdu le sens de l'écologie et de l'humain? Et je t'inviterai à faire une réponse courte pour pouvoir en prendre plusieurs. Merci. Oui, ça pose la question finalement de jusqu'où
jusqu'où on est prêt à lâcher prise, je crois, jusqu'où on est prêt à vivre sa mission. Il est évident que si Chantal, tu as une mission individuelle aujourd'hui qui est claire pour toi, qui est bien ancrée, de toute façon, elle va t'inviter à l'exercer dans un environnement qui permet de la vivre. Et c'est là où ça devient effectivement souvent délicat. Ça amène à questionner est-ce que l'environnement et l'entreprise dans laquelle je suis me permet de vivre ma mission. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de personne, même des entreprises, de retenir des gens qui ne peuvent pas être pleinement eux-mêmes. Moi, je tiens ce discours à des patrons, à clarifier la raison d'être de leur entreprise et à permettre à leurs collaborateurs également de clarifier leur raison d'être individuelle pour voir quelle est la taille de l'intersection entre les deux. Et donc, peut-être, je pourrais t'inviter à regarder, essayer de regarder avec l'œil neuf, le plus neuf possible, comment est cette entreprise, quelle marge de manœuvre tu as pour pouvoir agir de l'intérieur. Il est évident qu'à un moment donné, il y a un risque quand l'environnement est trop dur de s'épuiser soi-même et de se perdre. Et donc, ça invite évidemment à faire un choix. C'est intéressant de savoir que la parabole du colibri qu'on connaît tous, j'ai entendu la fin l'autre jour de la part de Pierre Rabhi qui était à la télé et il disait à la fin de la parabole du colibri, il faut quand même savoir que le colibri, il meurt d'épuisement. Donc, et mourir d'épuisement, ça ne sert pas le monde. Ça sert pas le monde. Donc, voilà ce que je peux te dire, Chantal. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une propension à se dire ça va être mieux ailleurs. Et donc, c'est intéressant d'aller revisiter comment je me suis pris. Est-ce que j'étais suffisamment en cohérence pour commencer à enclencher le changement. Il y a cette phrase de Jung qui dit tu veux le changement, commence par le faire en toi, autour de toi, et ça va grandir. Ça part de là. Hein. Merci Romain. Marc, si tu veux bien, je te solliciterai bien par rapport à la question de Christophe. Alors, elle vient juste de glisser. Voilà, il remercie les intervenants pour leur message positif et il a commencé à parler de ses réflexions autour de lui. Et puis il dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on est aussi nombreux que ça? Et il pose la question, comment faire partager, pour engager des discussions disruptives avec la pensée dominante? Et ça peut être en famille, avec des amis, avec la difficulté que ça peut représenter par moment. Marc, si tu veux bien répondre à ces questions. Moi, je trouve que, en tout cas, ce que j'ai pu voir depuis maintenant 12 ans, où j'ai commencé vraiment à creuser tous ces sujets, ces thèmes-là, dans des milieux très différents, c'est qu'il y a une destruction qui est exponentielle, mais il y a une prise de conscience qui est aussi exponentielle. Et je pense qu'en effet, ça vaut le coup d'engager. Moi, je passais un petit peu de temps avec Emmanuel Faber la dernière fois, justement, qui est mon ancien, enfin, qui n'était pas mon ancien patron, mais en tout cas, qui est le patron de Danone et qui a vraiment cette posture-là dans l'entreprise. Et de voir que quand des personnes comme ça, justement, vont dans cette direction-là, j'ai l'impression que c'était en gros, on n'osait pas avoir ces conversations parce qu'on disait, bon, il y a l'économique. Là, pour la première fois que la crise du Covid, j'ai l'impression que en fait, la vie, elle a été préservée avant le profit. Et tout le monde se dit, ah ben c'est possible. Donc je me dis, si on a ces conversations et s'il y a de plus en plus d'acteurs qui vont dans ce sens-là, ben, ça crée un boulevard pour justement que ça arrive et que ça émerge un peu plus vite encore. Donc je pense que ça vaut le coup d'avoir ces conversations, pas juste pour faire des débats, pour faire des débats. Je pense qu'on ne convainc pas des cyniques avec des arguments, mais c'est l'expérience qui fait shifter un peu les gens. Il faut que ça soit le bon moment. Moi, là, je fais beaucoup de jardinage. Je n'essaie pas de tirer sur mes pieds de tomates pour qu'ils soient plus grands. Il y a un cycle, il y a un truc, je pense, un contexte qui fait que ça vient ou ça ne vient pas. Aujourd'hui, le contexte, il est propice à ça. Donc, je pense que ça vaut le coup d'avoir ces conversations-là. Et il y a vraiment jamais, je pense que sur Terre, il y a eu un moment où tout le monde l'autopilote se met sur pause et tout le monde, boum, s'arrête. Et on sait tous aujourd'hui que ce n'est pas durable. Donc, si on arrive, ce sera peut-être l'objet d'une discussion d'après, mais à créer un imaginaire un peu plus désirable, un peu plus sexy, tout le monde a envie de ça. Personne n'a envie de se dire qu'on va aller dans ce futur-là qui nous attend. Donc, ça vaut le coup d'avoir ces conversations. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de faire un support qui soit sexy, qui soit sympa, qui soit inspirant comme le film, parce qu'il y a besoin de trouver des manières de se projeter dans ce monde-là. Et donc, je pense qu'en effet, ça vaut le coup d'y aller. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et ce que disent les études, je finirai juste avec ça, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'une majorité de personnes aillent dans une direction pour que ça change.
dans les études que je voyais, je crois que c'était 3%, des fois il y avait 11% qui revenaient. Donc il suffit d'un petit groupe qui sait où il veut aller et qui est déterminé pour que d'autres suivent. Donc je pense que c'est pas parce que un petit nombre, enfin, je crois que c'était le Premier ministre du Tibet qui m'avait dit le problème, c'est pas que les super riches, entre guillemets, s'organisent, c'est que les gens ordinaires se sont pas organisés. Le jour où nous, on s'organise et on propose quelque chose, bon, bah, ça va aller dans l'autre sens. Donc, non, je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir ces conversations-là, d'expérimenter autre chose parce que, de mon expérience, le bon, le beau, le vrai, il s'impose rapidement à l'individu quand il est suggéré, en tout cas quand il est questionné. Et ça, je pense que ouais, on vit ça en ce moment. Merci Marc de nous inviter à rêver notre futur. Une question pour Amélie de la part de Luc. Luc précise, je n'ai pas vraiment compris quelle est ta source au-delà du coaching et de l'environnement. Quel est le moteur de ta motivation à agir? Amélie, effectivement, en plus, c'était un des points que je voulais mentionner. Donc, merci pour cette question qui tombe à pic. Ce que moi, ce confinement m'a fait expérimenter, c'est que dans la tempête, j'ai réussi à me connecter à ma source comme l'œil du cyclone qui, lui, est au calme. Et là, quand la question est venue pour préparer cette soirée, quelle est ma connexion à la source? Effectivement, je me suis rendu compte que je l'ai expérimenté. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Vraiment, alors, l'outil qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est la pleine conscience. Marc parlait de conscience en toute chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est intégré, que ça y est, même dans les moments de tempête, dans les moments les plus difficiles, j'ai ce réflexe de beaucoup plus de mettre de la conscience dans les choses. Et je pense que clairement, c'est ça qui permet de se connecter à la source régulièrement, en permanence. Voilà, ma source intérieure, ma lumière intérieure, on peut s'y connecter quand on fait le calme en soi, quand on libère un espace propice. Mais il n'y a pas forcément besoin de se mettre en méditation pendant des heures dans un ashram. Hein. Ça peut être à la machine à café, au bureau, de prendre juste 2 secondes pour respirer et juste pour se dire, OK, je suis là, qu'est-ce que je ressens? Ah, en fait, je me sens contrariée, en colère parce qu'un tel m'a dit ça. OK, donc je repose, je laisse, j'intègre cette émotion, je la laisse passer. Et ça, maintenant, ce réflexe-là, il est en permanence. Et surtout, c'est facile d'être zen quand on est en retraite dans un monastère. Tout l'enjeu pour moi, le challenge, c'est de continuer ça, de l'avoir en soi, de l'intégrer quand on retourne au bureau, qu'on sort de 3 réunions de la journée et qu'on parle de plan de croissance, de retrouver les points de PIB, etc. Le challenge, il est là. Et par la pratique, de mettre de la conscience en toute chose, en chaque acte qu'on fait. Merci Amélie. Sur le timing, on est comment, les amis? On est un petit peu en retard. Ok. Bon. On peut peut-être passer au... Ça va. Merci en tout cas pour vos questions. Est-ce que, Vincent, il y aura possibilité de garder les questions et de les faire passer éventuellement aux intervenants? Oui. Oui. Je sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'on en fera et quels autres espaces nous pourrons ouvrir pour répondre à ces questions, mais on pourra en tout cas conserver ces questions. Merci. Romain, je te laisse la main. Oui, l'idée maintenant avec vous trois, c'est justement de parler un petit peu de la suite. J'en profite juste pour vous dire ce que Vincent n'a pas dit en introduction, c'est qu'on parlera aussi de la suite des leaders éclairés à la fin de ce webinaire et de vous donner des informations sur la communauté. Mais commencer par toi, Carole, peut-être pour justement voir un petit peu, tu as commencé à nous parler de comment tu avais vécu cette crise. Finalement, qu'est-ce que ça ouvre pour toi? Qu'est-ce que peut-être ça actualise pour toi dans ton envie et dans ton action pour peser dans la transition et la transformation des entreprises?
ma place pendant ce confinement par rapport aux actions que j'ai pu mener. Finalement, ma mission, elle est d'accompagner les individus, les organisations sur le chemin de la transformation. Et régulièrement, je me pose un certain nombre de questions pour essayer de construire des solutions. Et je m'en suis posé encore plus pendant ces 8 semaines, des questions comme comment donner envie en fait aux individus de se transformer, comment susciter l'intérêt en chacun de développer ses talents, de libérer ses potentiels, de rayonner davantage. Comment faire pour que chacun puisse oser être soi. Comment sensibiliser les organisations à l'urgence de ce changement de paradigme sur les modes de management et sur le fait de remettre l'humain au centre. Parce que finalement, chacun de nous peut agir et souvent bien plus qu'on le pense. Donc, mon intention et celle de l'équipe, c'est vraiment de permettre à chacun de rayonner davantage. Et d'ores et déjà, on est dans l'action et je vais vous partager 5 actions qu'on mène avec l'équipe. La première, c'est d'accélérer l'intégration de tout ou partie du leadership inspirant en formation initiale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Leadership Inspirant, il mêle beaucoup de disciplines qui touchent à l'humain et c'est ce qui fait la force du programme, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de catalyseurs qui vont permettre de développer les qualités du leader inspirant. Donc, on active la connaissance de soi, l'estime de soi, la pleine présence, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse outiller un peu plus nos étudiants, nos futurs ingénieurs sur ces thématiques-là, avec une approche tête, cœur, corps, trip, ce qui est quand même un changement aussi dans la façon de travailler sur soi. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est de multiplier les temps d'ouverture et de partage, que ce soit à travers des conférences, des ateliers sur toutes ces thématiques-là. D'abord auprès des collaborateurs de l'École centrale de Lyon, puisque mon intention, c'est aussi d'infuser en interne ce qu'on vend à l'extérieur, ce qu'on propose à l'extérieur. D'ailleurs, on embarque systématiquement 2 personnes des écoles centrales dans nos promos, que ce soit à Lyon ou à Marseille, puisqu'on ouvre aussi des promos à Marseille en collaboration avec Centrale Marseille. Donc, infuser tout ça auprès des collaborateurs à Centrale, infuser tout ça auprès des anciens de l'école centrale et puis auprès, bien évidemment, de tous les individus et des organisations. La troisième action, c'est d'accoler de la recherche à notre leadership inspirant, puisqu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'études scientifiques autour de la psychologie positive, des neurosciences, de la pleine présence. Et l'idée, c'est de regarder, de suivre comment évoluent nos participants pour ajuster encore plus nos programmes et pour les aider à incarner un peu plus chaque jour ce leadership inspirant. Voilà, et le fait d'avoir mêlé toutes ces disciplines donne plus de puissance dans la transformation et l'idée, c'est de mener des recherches sur ce sujet-là. La quatrième action, c'est de continuer à accompagner les organisations sur la transformation avec, à mon sens, un travail que je suis en train de mener avec l'équipe d'ailleurs sur la définition de la performance et finalement, qu'est-ce qu'on met derrière la performance ? Est-ce que c'est les résultats ? Est-ce que c'est finalement les process, la progression, le sens qu'on donne ? Voilà. Donc, il y a un vrai travail autour de la performance. Et dans nos actions, donc on va continuer à accompagner les organisations là-dessus. Et puis, la dernière action, c'est d'accélérer le lancement d'un nouveau programme. Et j'avais ça en moi depuis plusieurs mois et la crise actuelle me pousse à agir encore plus vite sur l'ouverture d'un programme court sur la connaissance de soi qui s'adresse en fait à tous les individus. L'idée étant de permettre à chacun d'être leader de soi et trouver sa puissance. Parce que finalement, ce qui est important, c'est que chacun de nous puisse être équipé. Et on l'a vu pendant la crise,
il y a des personnes qui étaient plus équipées que d'autres pour faire face à l'épreuve. Donc, ce programme court, il va comporter 4 piliers qui sont pour moi les 4 fondamentaux sur la connaissance de soi, qui sont la conscience de soi, qui sont les ressources. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais tenu le cap en m'appuyant sur mes ressources internes et externes, mais c'est aussi parce que je connaissais mes ressources et que j'ai appris à les connaître et à les développer que j'ai pu m'appuyer dessus. Donc, conscience de soi, ressources, et puis développement de l'intelligence émotionnelle et de l'estime de soi. Voilà. Et l'idée, c'est que finalement, on soit plus connecté à soi pour améliorer ses relations interpersonnelles, gagner en engagement, donc en performance, et être plus aligné et rayonner davantage. J'ai fini, Vincent. Merci Voilà. Carole. Mais non, je peux bien rajouter juste une phrase quand même. C'est que finalement, toutes ces actions, elles sont basées, vous l'aurez compris, sur l'une de mes convictions profondes qui est que la transformation individuelle est le premier pas pour la transformation collective et que la connaissance de soi, c'est vraiment ce premier petit pas qui va permettre de faire bouger les choses. Voilà. C'est pour ça que j'œuvre et j'ai la chance d'avoir une équipe engagée aussi qui m'aide à déployer toutes ces actions-là. Merci Carole. Merci pour ces choses très concrètes en fait, que tu as initiées, que tu vas mettre en œuvre. Marc, un petit peu la question aussi, quand on a préparé un peu le webinaire, je me souviens, tu nous avais dit, ça fait 10 ans qu'on attend ça, donc on va y aller. Qu'est-ce que ça actualise, toi? Qu'est-ce que ça te donne voilà, comme envie? Qu'est-ce que ça ouvre pour la suite pour toi? Bah ouais, en effet, moi je devrais pas, mais je suis un peu excité par ce qui se passe, parce que j'avais l'impression d'avoir vu par quoi ça allait, et j'étais un peu tout seul, il y avait un médaille, il fallait un peu dans une direction. J'imagine ceux qui avaient compris il y a 50 ans qu'on allait dans une mauvaise direction, qui devaient être encore plus déprimés. Non, moi ce que ça actualise, c'est continuer à faire ce que je fais, parce que le fait de vivre, d'avoir une activité là localement, là depuis que je fais mon pain avec mon blé, que je fais mon jardin, il y a un truc qui s'est passé. Même quand Pierre Rabhi maintenant m'appelle, des fois je ne décroche plus. Je ne fais pas tout seul ces tablettes de la vaisselle, j'ai appris en plus. Mais non, blague à part, j'ai l'impression que de vivre cette cohérence-là, de vivre ce que je sens être juste, de participer à un monde plus beau, plus authentique, moi déjà ça me nourrit, donc je vais continuer de faire ça et de le faire vivre à d'autres. Comme je disais sur les cyniques, il faut que plus de gens expérimentent. Donc le lieu même, je pense qu'il va changer un peu de forme, et l'idée c'est que l'espace totem, ça devienne la Cambrousse, et que ça soit vraiment une Villa Médicis de la transition, que justement entrepreneurs, artistes puissent venir, scientifiques, et avoir ces conversations. On n'a pas les mêmes conversations quand on tire sur des poireaux, quand on désherbe des poireaux, que dans un bar ou un café à Paris ou sur des réseaux sociaux ou même derrière un écran, ça j'en suis persuadé. Donc créer le contexte pour qu'il y ait cette bienveillance, tous les outils dont tu as parlé aussi Carole, qui passent aussi par le corps, il y a plein de choses à travers le chant, la danse, qui permettent aussi de connecter à la vraie intelligence du cœur dont tu parlais aussi. Donc ça, continuer qu'il y ait ce volet-là et raconter un peu ce qui se passe autour de ça, ça c'est une partie, et puis développer la partie agricole, parce que prendre soin de la terre, c'est une dimension vraiment qui fait du sens, c'est la base. Et puis après, c'est raconter ces histoires-là à travers des projets de films, notamment sur toutes les découvertes scientifiques. Pour moi, je pense qu'on n'a pas fait les déductions philosophiques d'un certain nombre de découvertes scientifiques qui amènent à notre imaginaire. Et donc ça, je pense que ça va changer pas mal de choses. Donc c'est de continuer à raconter ça à travers de la fiction et à travers du documentaire, et de montrer, il y a notre projet de lieu, et de montrer comment on peut vivre autrement et comment créer cette résilience, et à chaque fois qu'il recréer du lien, parce que s'il y a des chocs qui arrivent, et je pense qu'il va y en avoir, ça va être notre capacité à absorber ces chocs qui va faire qu'on pourra aussi créer autre chose. Donc c'est pas d'être naïf, mais voilà, c'est moi participer à expérimenter et à amener cet autre imaginaire qui va amener cette révolution culturelle qu'on attend, que tout le monde attend, et qui peut être top, quoi, qui est excitante pour moi en tout cas. Oui, on le voit. Merci, Marc. Amélie, à ton tour, qu'est-ce que ça t'a amené à renforcer ou à actualiser? Puis j'ai vu passer une question aussi, je te l'attends, une question dans le chat qui était est-ce que ça t'a amené à cette crise à lâcher d'autres choses, à lâcher pour en faire venir d'autres dans ton action là, si on vraiment parle de ton action? Alors oui, moi, ça m'a appris à cette crise à lâcher prise sur pas mal de choses, sur ma grande to-do list.
Moi qui suis hyper dynamique, passionnée, engagée, vous imaginez que j'ai une to-do list comme ça en permanence. Et j'ai appris à ralentir sans culpabilité, puisque tout le monde a ralenti. Et donc j'ai expérimenté le bonheur que c'était d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans le moment présent. En même temps, j'ai continué à beaucoup travailler parce que je suis dans une entreprise qui fournit des services essentiels, qui fournit l'eau potable, qui traite les eaux usées et qui collecte les déchets. Et je suis heureuse d'ailleurs au passage de voir que le regard des citoyens a changé, que maintenant on voit plus tous ces métiers qui étaient invisibles et pour lesquels vraiment moi je suis entrée dans ces activités-là vraiment parce que je trouve ces métiers essentiels. Et là, ils deviennent plus visibles. Avant, les rippers qui collectent les poubelles se faisaient klaxonner au feu rouge et maintenant ils reçoivent des messages de remerciement avec des dessins sur les poubelles. Et ça, vraiment, ça me remplit de joie. Et en même temps, il y a beaucoup de contrastes. On vit des paradoxes, des contrastes. Il y a ces élans de solidarité et de l'autre côté, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de jugement de la part de la société, des gens, des médias. Et il y a ce contraste de personnes qui sont déjà dans le nouveau monde, qui sèment ces graines et de résistance de la part de ceux qui sont accrochés à l'ancien monde. Le monde vraiment se polarise. J'entends beaucoup le retour à la croissance, qu'elle soit verte ou pas, il faut récupérer les points de PIB. Donc il y a une espèce de tension là-dessus. Et en anglais, on dit « never waste a crisis ». Donc quelles sont les leçons à tirer écoutons le message là qui nous est adressé globalement au niveau mondial, posons-nous les questions essentielles, à la fois individuelles, comme on l'a vu, pour pouvoir se poser les questions de manière collective, de comment repenser notre fonctionnement. Et ça, on l'a vu, ça commence par soi-même. Donc ça commence par soi-même en tant qu'individu et dans l'organisation. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, ça a été de poser la question au directeur stratégie, membre du comité exécutif. Quand j'ai vu qu'on est en train de travailler sur les plans de reprise, de sortie de crise, de réponse aux nouveaux besoins des clients qui vont émerger avec toutes les problématiques financières et sociales qui sont à venir dans les mois qui viennent. Et la question que j'ai posée, c'est, au-delà d'être en réaction face à ces nouveaux éléments extérieurs, si on prenait ce dont j'ai parlé tout à l'heure de cette démarche de l'intérieur vers l'extérieur, in vers out, en se posant la question de quel est le monde que l'entreprise veut contribuer à construire. Donc, quelle est l'intention de l'entreprise? Parce que maintenant, là, le paquebot Titanic a ralenti, a été obligé de ralentir. Enfin, ça y est, c'est l'opportunité, on va pouvoir faire cette bifurcation. Tant que le paquebot était à fond, c'était impossible. Et pourtant, on a lutté pendant des années, on est nombreux. Et moi, ce qui m'importe, c'est ce paquebot, c'est de changer les entreprises du CAC 40. Il y a on est sur la voie, il y a des initiatives et je m'accroche à ça, moi, pour changer là où ça impacte. La deuxième chose que j'ai fait, ça a été de faire la liste de tous les projets que j'ai, milliards de to-do list, et de regarder, en fonction de mes aspirations les plus grandes, je repasse en revue mes objectifs et mes projets. Et donc, il y en a que je vais réduire et il y en a que je vais amplifier. Et j'ai choisi que ce que j'allais amplifier, c'est de m'autoriser à plus porter ma voix. Tu en as parlé au début, Romain, de plus faire de concessions, d'être pleinement qui je suis aussi au sein de l'entreprise et de me l'autoriser. Et de porter ma voix aussi en tant que femme, parce qu'elle manque et on voit là que les femmes tiennent la société sur des rôles, des métiers essentiels et invisibles. Et on a vu le manque cruel de femmes à la tête des États, à la tête des grands groupes, des entreprises. Donc je me sens en responsabilité de porter ma voix de femme, de favoriser les conditions du changement pour ça. Et pour moi, ça passe par libérer le féminin en chacun, que ce soit femme ou homme, vraiment libérer le féminin dans la société. Et je vais continuer à être activiste interne dans l'entreprise, dans les entreprises, pour transformer l'entreprise, pour changer le monde. Et là, ce retour au bureau, je suis revenue au bureau. On travaille souvent dans l'urgence.
Je sais que les mois qui viennent vont être durs et je veux garder cette connexion que j'ai expérimentée comme beaucoup, cette connexion à l'ici et maintenant, parce que vraiment, je l'ai vécu dans mon corps là et c'est précieux. Et vraiment, moi, le point essentiel que je vais faire passer maintenant, dans toutes les instances dans lesquelles je suis au niveau international, c'est, pour moi, la clé, c'est de penser en écosystème, de plus penser en pyramidal, de penser en circulaire, et mon sujet, mon expertise, c'est l'économie circulaire, et plus en linéaire. C'est de penser de manière holistique et pas que monosujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Covid ou que le climat, c'est aussi la ressource en eau, la biodiversité, les inégalités, le féminin, et tout ça est interconnecté. Cette crise-là, la pandémie, nous montre que tout ça est interconnecté, tous les sujets, qu'il faut avoir cette pensée complexe parce que le monde est interconnecté et arrêter d'opposer. Moi, vraiment, c'est ça mon credo, de plus opposer les grands groupes aux ONG, le public au privé, l'individuel au collectif, et d'être dans la complémentarité de toutes les approches quand on a la vision de, on sait qu'on veut changer la direction du paquebot et qu'on veut transformer ce monde. Donc penser en écosystème parce que c'est interconnecté, en mettant du lien, comme a dit Carole, en s'inspirant, comme a dit Marc, des lois de la nature. Voilà, donc c'est, pour moi, je dirais, quelle est l'écologie intérieure de nos organisations, après avoir réfléchi à notre écologie intérieure. Merci. Merci, ouais, Amélie, merci. Il y a beaucoup de réactions dans le chat là, et merci pour ce que tu viens de nous partager avec l'énergie et tout ce que ça peut susciter aussi de résonance du coup là. J'ai envie de vous remercier tous les trois avant qu'on passe à un autre moment qui est vraiment dédié à ce que chacun puisse faire un tout petit pas aujourd'hui. Voilà, merci à tous les trois. Merci pour nous avoir partagé à la fois l'intimité de ce que vous vivez et nous avoir aussi transmis ce que ça a décalé pour vous, ce que ça vous a invité à faire déjà maintenant. Et on est simplement le deuxième jour du déconfinement et déjà vous êtes dans l'action. Donc merci de lier ces deux parties, ce mouvement intérieur et la façon dont il se traduit dans le monde. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette danse intérieure-extérieure, je crois, à laquelle on est invité. Ok. Avant de laisser la parole à Gilles, j'ai envie de vous proposer de prendre en toute simplicité un tout petit temps de silence ensemble et de poser l'intention justement de laisser peut-être se reposer à l'intérieur de vous tout ce qui vient d'être peut-être touché. Ça peut être une réflexion, une idée, peut-être que votre mental était en ébullition, peut-être que le cœur a été aussi touché, interpellé. Alors s'offrir 10 secondes de rien là, dans nos vies, avant d'ouvrir un autre espace, tous ensemble, là, à 300 et quelques, tous ensemble. Mais peut-être une invitation à lâcher prise avec toutes les questions qui demeurent et qui parfois nous maintiennent préoccupés. On aimerait bien avoir des réponses à tout et on ne les a pas. Lâcher prise avec ça pour quand même se rendre disponible, pour agir ou écouter d'abord. Gilles, à toi. Après ce retour à soi, effectivement, nos attentions ont été mobilisées sur les personnes qui ont pris la parole. L'idée, en revenant à vous maintenant, c'est aussi de vous reconnecter au cercle de 360 personnes qui sont là. Et juste d'être de la conscience sur effectivement le nombre qu'on représente. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure
qu'il y a des masses critiques, des personnes qui questionnent sur le fait d'être nombreux ou pas. Là, ce soir, on est 360. On va vous proposer un processus pour vous aider à vous mettre en mouvement et tous, autant que nous sommes réunis dans ce cercle, on sait que ce n'est pas forcément facile d'opérer des changements profonds. Marc en a témoigné, Amélie et Carole aussi. Aussi, je vais vous proposer simplement de fermer les yeux, si vous êtes OK avec ça, et de vous centrer déjà avec votre corps, de vous poser, voilà, tranquillement. Et puis, on va s'inspirer des travaux de Joanna Macy, une dame de 91 ans qui est éco-psychologue. Et je vais vous inviter à vous laisser glisser dans le temps jusqu'en 2030. Vous êtes en 2030, et en 2030, ça fait déjà 10 ans qu'il y a eu ce moment historique où l'humanité a vécu un coup d'arrêt. Plus de la moitié de l'humanité s'est arrêtée à ce moment-là. Et vous vous rappelez de ça. Et là, vous êtes en 2030 et vous êtes avec un enfant. C'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre petit-enfant, c'est peut-être votre neveu ou les enfants de vos cousins ou des amis. Mais un enfant que vous connaissez. C'est un enfant que vous connaissez et que vous appréciez. Je vais vous inviter juste à visualiser cet enfant devant vous. Vous pouvez le voir, le reconnaître. C'est peut-être un garçon, une fille. Il est là ou elle est là, juste assis devant vous. Peut-être vous lui donnez la main. Vous pouvez également visualiser le décor. C'est peut-être dans une pièce, un lieu que vous connaissez, ou c'est peut-être à l'extérieur, dans la nature. Et vous pouvez entendre le son de sa voix d'enfant. Et vous pouvez sentir sa main dans la vôtre. Et vous vous laissez toucher par qu'est-ce que c'est d'être en présence de cet enfant en 2030. Et cet enfant avec lequel vous êtes en présence, il vous pose une question et il va vous dire dis-moi, mamie, ou papy, ou papa, ou maman, ou tonton, ou tata. On m'a parlé de cette année 2020. Tu sais, cette fameuse année où tout s'est arrêté. Il y avait cette occasion unique de changer les choses en profondeur. Dis-moi, toi, qu'est-ce que toi t'as décidé? Quel choix, toi, tu as fait à ce moment-là? Alors, tout simplement, vous vous entendez lui répondre à partir de votre cœur. À ce moment-là de ma vie, j'ai décidé de. À ce moment-là de ma vie, voilà ce que j'ai décidé. Voilà le choix que j'ai fait.
Et dis-moi, quand tu as décidé ça, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu agi à ce moment-là pour le monde, pour la vie? Et vous vous entendez lui dire tout simplement, ce que j'ai fait pour la vie, ce que j'ai fait pour le monde, c'est... Vous répondez à cet enfant, vous laissez venir ce qui vient sans rien censurer, sans rien élaborer. Laissez votre cœur répondre de ce que vous avez décidé et de ce que vous avez fait en 2020. S'il n'y a rien qui émerge, c'est OK aussi, juste écoutez la vibration ou le message de votre cœur. Et dans cet échange que vous avez avec cet enfant, avec cette petite fille, avec ce garçon, regardez cet être en devenir, vous sourire et vous remercier quand elle entend, quand il entend vos mots. Et sentez à l'intérieur de vous comment ça résonne, la joie, les sentiments qui se diffusent et qui se manifestent en vous. Et de sentir ce que ça crée entre vous. Et pour poursuivre sur ce qu'a dit Romain au démarrage et ce qu'Amélie a repris quand elle disait « oser sa voix », j'ai envie de vous proposer, dans un premier temps, de porter votre voix, d'imaginer, comme on l'est depuis le début, que nous sommes dans un cercle à 360 personnes, et je vais vous inviter à faire ce pas en avant et d'oser nommer à voix haute, là, devant l'écran, ou plutôt dans le cercle, ce que vous avez décidé et ce que vous avez fait. Et on va laisser 1 ou 2 minutes et vraiment, je vous invite à poser votre parole, oser poser votre parole. Je coupe mon micro et je le fais avec vous. Je vous invite, quand c'est bon pour vous, tout en restant en connexion avec vous-même, de vous relier à l'ensemble des personnes qui sont présentes et de sentir aussi cette connexion, ce lien
Et comme Vincent l'a proposé tout à l'heure, vous allez utiliser un autre outil que tu vas envoyer le lien sur, dans le chat, Vincent, pour pouvoir écrire. Exactement, Gilles. Je m'apprête à vous envoyer dans le chat le lien d'un Padlet. Logiquement, vous n'avez qu'à regarder dans la fonction Converser et cliquer sur le lien que je viens de publier. Vous devriez voir une page de votre navigateur s'ouvrir. Et sur cette page que je vais pas tarder à partager en plein écran dans le webinaire, vous devriez avoir en bas à droite un bouton plus de couleur rose. En cliquant dessus, ça vous permet de partager à l'ensemble de ce cercle ce que vous décidez et vos actions. Donc nous avons, Romain, Gilles et moi, commencé par mettre ce que nous décidons de faire aujourd'hui et nous vous invitons à faire de même. Voilà, à prendre le temps de partager à l'ensemble de ce cercle ce que vous décidez aujourd'hui et ce que vous vous proposez de faire aujourd'hui. J'entends dans le chat que certaines d'entre vous ne parviennent pas à rédiger un message. Je vous reposte le lien dans le chat. Et si vous cliquez dessus, vous devriez voir un bouton plus de couleur rose en bas à droite de votre écran. Et lorsque vous cliquez, ça devrait, en théorie, vous offrir la possibilité de publier un message. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà, donc nous avons de nombreux messages qui commencent à s'afficher. Pour celles et ceux qui avaient pris de l'avance en publiant leurs engagements sur le chat, je vous propose de faire des copier-coller et de vraiment prendre le temps de le publier dans le Padlet. C'est un support que nous pourrons conserver, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Voilà, donc je vous invite à partager, bien évidemment, vos engagements, les engagements que vous prenez avec vous-même ce soir et que vous osez déclarer à la communauté. Et je vous propose aussi de parcourir les engagements des autres, de vous laisser sentir ce qui résonne, peut-être ce qui peut vous inspirer, sentir que peut-être nous sommes très nombreux à vouloir agir de la même manière et qu'il y a des opportunités d'intelligence collective incroyables à cet endroit-là. J'arrête le partage et je vous laisse toute la possibilité de continuer, de publier vos messages et de lire les messages des autres. Vous n'avez qu'à garder cette page ouverte sur votre navigateur. Il va être l'heure de
De passer un dernier temps, je vois qu'il est 42. J'ai envie de vous inviter à peut-être nous octroyer peut-être 5-6 minutes de plus tous ensemble pour bien boucler ce cercle et ce moment. Et avec aussi l'intention de vous partager des informations sur la suite, sur la communauté. Et en toute simplicité, en toute transparence, de vous dire que oui, il y a beaucoup de gens on est nombreux en fait à vouloir se donner un coup de main. On a reçu plein de messages sur comment on peut aider et l'équipe réduite qui va s'ouvrir le plus vite possible maintenant qu'on est déconfiné. On a œuvré en fait pendant le confinement avec notre cœur. On avait préparé plein de choses avant le confinement. Il y avait une retraite qui avait lieu en mars. On avait prévu l'ouverture de cercles, on avait prévu tout plein de choses. Et puis finalement, on s'est vite recentré dans ce confinement, essayer de trouver quelle était notre place et qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et voilà pour ce troisième webinaire. L'historique de la communauté, Vincent l'a retracé tout à l'heure, je crois, hein, et tout ça grandit et vraiment, on prend conscience avec vous, là, peut-être moi encore plus, là, je suis aussi retourné là, en vous parlant, touché de voir ce que vous avez écrit. On prend conscience à quel point porter cette voix-là, elle est tellement importante, tellement nécessaire, comme une lumière dans l'obscurité qui permet à tellement de gens, des centaines, des milliers maintenant de personnes, on voit même des États-Unis, de venir boire un petit peu à leur source et grâce à ce qu'on fait. Donc voilà, on va vous dire brièvement qu'on a continué aussi à œuvrer, qu'on est en train de boucler quelque chose. Je vais laisser la parole à Vincent, mais vraiment de vous dire notre intention maintenant, ça va être voilà, d'accueillir le maximum d'entre vous, de vos énergies, de votre temps, de ce que vous pouvez apporter. On a besoin évidemment de vous préparer, de pouvoir vous accueillir, mais on est tous ensemble et c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très beau à continuer à construire. Et à très court terme, qu'est-ce qu'on va faire, Vincent? Écoutez, oui, merci Romain. Tu l'as dit, là, la période actuelle est une période charnière. Nous vivons ce risque d'un retour au business as usual, au micromanagement, de se faire bouffer par des petits sujets et de perdre la big picture, la grande image. Et voilà, et nous, on s'est dit, en fait, là aujourd'hui, on a à peu près 2400 à se dire, c'est maintenant que nous devons porter notre voix. Plus que jamais, c'est maintenant qu'on souhaite finalement être entendu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était nombreux, qu'on était 2400, et 2400 pour la plupart actifs sur les réseaux sociaux. Ce qui nous donne une puissance de relais, d'information assez incroyable. Et ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'il nous manque juste de la matière à relayer pour porter notre voix. Et au sein de la communauté, en fait, il y a de nombreux dirigeants qui souhaitent témoigner. Et du coup, on s'est dit, mais c'est génial, c'est génial. On pourrait lancer une campagne de communication en permettant à des dirigeants de témoigner et en permettant à la communauté de relayer ces témoignages. Et tout est parti de là, et du coup, avec ce message clé, ce message de reprenons en conservant cette danse perpétuelle entre intériorité et action. Et finalement, en fait, on a imaginé deux choses. La première, publier sur les réseaux sociaux des portraits vidéo de dirigeants de la communauté dans un format court, dynamique, avec des phrases puissantes qui éveillent les consciences et qui montrent qu'un autre redémarrage est possible. Si l'on se branche sur ce qui est vivant au plus profond de moi et en même temps de ce qui me dépasse complètement. C'est ça notre message, et on s'est dit que des portraits vidéo dynamiques à relayer sur les réseaux sociaux serait un super support.
Donc ça, c'est la première idée qu'on a imaginée. Et puis du coup, la deuxième, c'est de vous informer, d'informer la communauté sur les dates de publication de ces vidéos pour que vous puissiez en fait en être relais sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va vous donner des informations incessamment sous peu sur ces actions, sur les dates de publication de ces vidéos. En fait, voilà, l'objet de pourquoi est-ce qu'on vous le dit aujourd'hui aussi, c'est que c'est un peu la première grosse action des leaders éclairés, de l'association. Et on s'aperçoit en fait que la réalisation des témoignages, le montage, la diffusion, la coordination globale de la communauté, eh bien, ça prend pas mal de ressources. Et on a donc souhaité, pour la toute première fois ce soir, ouvrir la possibilité de soutenir financièrement l'association pour donner de l'élan à ces premières actions, et notamment à cette première campagne de communication qu'on est en train de lancer actuellement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact important maintenant et on a vraiment le sentiment que des dons pourraient donner encore plus d'élan à cette campagne. Alors, on a lancé l'association sur la plateforme HelloAsso, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est une plateforme qui permet de faire un don. Alors, je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment simple. Voilà, en fait, donc c'est une plateforme complètement sécurisée qui vous permet de faire un don à l'association La Communauté des Leaders Éclairés. Alors, vous avez des propositions de dons déjà enregistrés, mais vous avez ici une case montant libre. Vous remplissez vos coordonnées et vous avez la possibilité de faire un don à la plateforme. La plateforme ne prend pas de commission. Elle vous offre la possibilité de lui faire un don. Donc, je vous propose en fait de vous donner le lien de cette page dans le chat, de la même manière dans le chat. Ce qui permettrait à chacune et chacun d'entre vous de proposer financièrement ce qui est juste pour vous. Le montant est libre. Vraiment, sentez-vous libre de donner ce qui vous semble juste. Votre montant, quel qu'il soit, sera utile pour cette première action et donnera de l'élan à cette première campagne qui nous permettra ensemble, à presque 2400, de porter notre voix. Et les dons sont du coup les dons sont adressés à l'association Loi 1901, la communauté des leaders éclairés. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette campagne et comment on a envie de lui donner vraiment le plus d'élan possible. Merci Vincent. Et donc les dons, oui, ils vont la soutenir cette campagne. Ils vont la soutenir et d'ici quelques jours, elle sort. Voilà, c'est aussi important de vous le dire qu'on n'est pas sur quelque chose dans 6 mois. On vous invite à vraiment guetter vos emails, guetter nos posts parce que les premiers, on ne peut pas tout dire, mais il y a eu des dizaines de dirigeants qui ont répondu oui et qui ont témoigné face caméra à visage découvert. Donc voilà, on a vraiment l'idée d'être pleinement dans notre mission-là et les fonds, ça aide à soutenir ça, notamment sur les réseaux sociaux. La dernière information avant qu'on se quitte que je voulais vous communiquer, c'était qu'on avait également prévu une retraite de leaders éclairés qui aurait dû avoir lieu la première semaine du confinement, donc vous en doutez qu'elle a été reportée et on vient de définir les dates, elle va être reportée début juillet. Donc elle est ouverte et on a aussi pris la décision de l'ouvrir aux accompagnants parce que on voit aussi toute cette énergie et toute cette place et cette importance des accompagnants dans ces transformations d'entreprise auxquelles on aspire. Donc voilà, donc il y aura, ce qui n'était pas le cas avant, il y aura des places pour les accompagnants. Donc là aussi, on va vous communiquer tout ça. Merci Romain, je prends juste une petite seconde, je prends ta respiration au vol parce qu'il y a des questions sur justement sur l'association, sur les statuts de l'association.
Donc, certains d'entre vous ont pu suivre nos précédents webinaires. On vous a dit qu'on était en train de créer l'association, qu'on avait un peu de mal à la déposer, oui, de la déposer légalement. Mais les statuts sont prêts. Ils sont enfin, ils sont en ligne. Ils sont en ligne sur notre nouveau site que nous allons mettre en ligne bientôt dans quelques jours. On travaille comme des dingues dessus pour vraiment vous mettre à disposition toute l'information. Ça arrive dans quelques jours. Guettez vos emails. Euh, et merci pour toutes les idées que vous partagez dans le chat actuellement. Oui, vous êtes nombreux à vouloir organiser des cercles et toute notre envie à nous, c'est ça, c'est que l'association permette de se structurer, de se rassembler en région et l'association, ça va être une des activités phares de l'association. À quand les cercles en région? Vous êtes nombreux à poser ces questions. Les réponses arrivent bientôt. Merci en tout cas de votre intérêt et de votre soutien. Énorme à ce que je vois. Il nous reste à nous quitter. pense à mettre le lien de l'OASO. Ok, je remets le lien. Ok. À nous quitter, j'ai envie de... Moi, j'aime bien et on utilise souvent cette expression honorer. Hein, honorer le temps que vous avez pris ce soir. Honorer le temps que vous avez pris alors que tout nous invite à repartir dans notre rythme de dingue. Et maintenant, vous avez fait ce choix-là d'aller peut-être arroser encore ces graines qui sont en vous. Et voilà, j'ai envie de vous remercier pour ça, de vous honorer pour ça. J'ai envie de remercier nos 3 intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir témoigner, de partager. Et croyez-moi, ça fait travailler tout le monde d'intervenir dans des cercles comme ça. Donc, je sais que ça les a mis au travail aussi, comme ça m'a mis au travail, moi. Voilà, un grand merci à vous 3. Un grand merci à Thomas qui œuvre dans l'ombre et qu'on ne voit pas à l'écran aussi. Voilà, et merci, je finirai là-dessus pour créer ce champ, en fait. Moi, quand je lis tous vos commentaires, en fait, qu'est-ce que ça m'envoie? Ça m'envoie du cœur et ça m'envoie de l'énergie. Et ça me fait dire que les choses sont vachement simples, en fait, quand on est à cet endroit-là tous ensemble. Et qu'on vibre à cet endroit-là et qu'on sent qu'il y a une intention commune. Chacun, on va y aller à notre manière dans ce changement de monde. Mais voilà, on est cette communauté qui offre ça et merci de la nourrir. Voilà, merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent ce soir. À très, très vite. À très, très vite et gardez votre cap. Hein. Gardez votre cap. Merci. Merci à chacune, à chacun. À très vite pour la suite de l'aventure.